Quand les premiers navigateurs européens abordent les rivages de ces îles perdues au milieu du Pacifique, ils découvrent un peuple qui, bien que n'ayant pas de langue écrite, possède une véritable culture, le peuple polynésien. Mais d'où vient-il? Comment a-t-il atteint ces terres oubliées du reste du monde? La réponse se trouve sans doute dans la passion qu'éprouvent aujourd'hui encore les Polynésiens pour la pirogue et pour ces compétitions rassemblant des athlètes venus de tout le Pacifique Sud. Les premiers habitants seraient arrivés de Chine du Sud à bord de longues pirogues à balancier à partir de 2500 ans avant Jésus-Christ. Après une étape aux îles Samoa et Tonga, la migration se serait poursuivie au fil des siècles à l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler le triangle polynésien. Bien que l'espagnol Mandana ait fait escale aux îles Marquises en 1595, la Polynésie retombe dans l'oubli pendant près de 2 siècles, jusqu'à la découverte de Tahiti par l'anglais Wallis en 1767. Mais c'est avec les voyages scientifiques de l'anglais Cook et du français Bougainville, dont les récits évoquent les mystères et vantent les charmes d'un nouvel Éden, que naît le mythe polynésien. En ce début de XXIe siècle, relayant les récits des anciens navigateurs, les images des îles et des lagons polynésiens incarnent toujours pour les touristes venus du monde entier le mythe du paradis terrestre. Loin de l'effervescence et de la pression touristique que connaît Tahiti, les archipels des Tuamotu et des Marquises demeurent préservés du fait même de leur éloignement. Certaines de ces îles, accessibles aujourd'hui comme hier au seul bateau, restent toujours des terres du bout du monde. Je m'étonne toujours et je me demande toujours comment les Marquisiens ont pu s'installer ici et comment ils ont pu faire pour venir jusque-là. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ces cailloux, ils ont trouvé ces 6 îles et ils se sont adaptés à ce climat, ils se sont adaptés à l'isolement. Les Marquises ont été isolées du reste du monde pendant à peu près 1500-2000 ans. C'est énorme. Entre-temps, les Marquisiens ont réussi à faire un genre de microcosme, un monde à eux, un monde qui est séparé de tout. On est à 1500 km de Tahiti, on est isolé, on est entouré d'un océan. Quand on me pose la question de décrire les Marquises, je réponds toujours que les Marquises, c'est un miroir. Le premier miroir, c'est cet océan. Le deuxième miroir, c'est la solitude. On ne peut pas se mentir à soi-même aux Marquises. À 4 jours de navigation de Tahiti, Nuku'iva est la plus grande des îles Marquises. C'est dimanche, et les habitants de Taiohae, le chef-lieu de l'île, se rendent à la cathédrale. Conséquence de la colonisation européenne, les Polynésiens, jusqu'alors polythéistes, abandonnent peu à peu leurs croyances. À Tahiti, les Anglais qui occupent l'île jusqu'au début du XIXe siècle implantent le protestantisme, alors qu'aux Marquises, à partir de 1842, les Français imposent le catholicisme. Croyants, les Marquisiens restent néanmoins très attachés au symbole de leur identité. C'est ainsi que la langue marquisienne se mêle à la liturgie catholique, de même que l'iconographie religieuse puise abondamment aux sources de l'inspiration artisanale locale. Ces témoignages de la culture marquisienne, qui retrouve depuis quelques années un regain de vitalité, ont failli disparaître à tout jamais au moment de la colonisation.
Désorganisation des structures traditionnelles, enrôlement de force sur les baleiniers ou dans les mines péruviennes, alcoolisme, maladie, pour toutes ces raisons, le peuple marquisien a frôlé l'anéantissement. On peut dire que la culture marquisienne a essuyé un sacré coup de tempête. Passé de 100 000 âmes à 2000, la culture, je pense qu'il n'y a plus de culture. Il ne reste que des souvenirs de culture. C'est à partir de ces souvenirs que les marquisiens ont refait une nouvelle culture. Qui se matérialise par quoi? Qui se concrétise par quoi? Qui se matérialise parce que vous voyez aujourd'hui. Lucien qui porte un tricot, mais Lucien qui se fait quand même tatouer. Cette vaste esplanade de 90 mètres de long sur 30 de large, décorée de sculptures offertes par les Polynésiens de l'île de Pâques, a été restaurée à l'occasion du Festival des Marquises. Elle est située à l'emplacement d'un ancien centre communautaire, un tohua. Nous sommes sur un tohua. Le tohua, c'est une place, un lieu public là où les gens, autrefois, les anciens marquisiens, venaient et se rassemblaient pour différents événements. Alors ça pouvait être des festivités, des danses, des chants, mais aussi du sport ou différents rassemblements à caractère politique ou à caractère guerrier aussi. Avant de partir à la guerre, on recense les guerriers et puis au retour de guerre, on les recense aussi. Il y avait aussi sur ce genre de lieu les réunions pour, par exemple, lorsque les gens partaient à la pêche, eh bien, il fallait tout simplement pouvoir l'organiser. Pareil pour les festivités qui ont lieu pour le tatouage. Lorsqu'un fils de chef venait de se faire tatouer, eh bien, il fallait fêter ça. Dans l'ancienne société marquisienne, les tatouages servaient autant de parures guerrières destinées à effrayer l'ennemi que d'armes de séduction. Évoluant tout au long d'une vie, au point de recouvrir l'ensemble du corps, le tatouage était avant tout un signe de reconnaissance sociale. Interdit par les missionnaires, qui le considéraient comme un rite païen, le tatouage connaît un renouveau depuis le début des années 80. En renouant avec la tradition du tatouage, les marquisiens marquent ainsi leur appartenance à une communauté. Comme tous les tatoueurs de la jeune génération, Raymond développe ses propres motifs, tout en s'inspirant de l'iconographie traditionnelle que domine la représentation géométrique du tiki. Là, je suis en train de faire une tête de tiki. Un tiki, pour les marquisiens, c'est un dieu, c'est un guerrier, c'est un roi, quoi. C'est notre symbole à nous, marquisiens. Ma famille, pas 3 générations, sommes des sculpteurs, quoi. Arrière-grand-père, mon grand-père, mes parents, tout ça. Même mes petits frères, ils sculptent. Ils vivent de ça, de sculpture. Et moi, c'est comme si je sculpte, quoi. Je tatoue. Pourquoi vous avez eu envie de vous faire tatouer en rentrant ici? Pour marquer mon style d'ici, marquisienne. Ouais. Enfin, j'ai vu sur mes neveux, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Vous avez des enfants? Juste une fille. Et alors, si elle se fait tatouer, vous trouvez ça bien? Ma fille? Oui. Ben, c'est elle qui voulait se faire tatouer. Ça lui fait, pour faire voir à ses copines qu'elle est capable de souffrir pour être belle. Elle a voulu porter tatouage marquisien parce que, bon, elle m'a dit, j'ai le sang marquisien, ben, il faut que je me fais tatouer. Taiohae, où le rythme de vie est d'ordinaire déjà peu trépidant, connaît en cette fin d'après-midi dominicale un regain de nonchalance. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, cette partie de bingo bon enfant est véritablement acharnée.
Au petit matin, les passagers qui débarquent de Laranui sont accueillis par les tambours et les chants des jeunes membres du groupe Mave Mai. On a fait le Mahou, le Rikouhé, le Hio'o, le Kaptouhé, qui veut dire le rassemblement, on dit. Le Mavé aussi, qui vous appelle, il faut, hein, c'est un accueil aussi. Hein. Comment s'appelle le groupe? Mavé Mai Not Matahou, qui veut dire accueil aux voyageurs. Pendant ce temps, Laranui décharge les marchandises embarquées 4 jours plus tôt à Papeete. Alignés sur le quai, le ventre ouvert, les conteneurs sont comme autant de magasins, de bazars d'une rue commerçante qui naît à chaque venue du cargo pour s'évanouir à chacun de ses départs. Une sorte de mirage qui, au rythme de 15 battements par an, donne le pouls économique de l'archipel. Quittant la baie de Taiohae, Laranui poursuit son périple en direction de Tapivai, une autre vallée de l'île de Nuku'iva. Cette croisière à bord de Laranui est véritablement exceptionnelle. Non pas à cause du confort le plus souvent spartiate, mais parce qu'elle constitue le seul et unique moyen d'atteindre certaines îles ou certaines vallées isolées des Marquises. Ceci explique sans doute que certains passagers parmi la centaine qu'accueille le navire aient attendu plus d'1 an avant de pouvoir embarquer. Nous approchons de Tapivai. Le commandant ordonne à son moussaillon de fille de donner quelques coups de sirène. Davantage pour l'amuser que pour prévenir les habitants de la vallée qui connaissent depuis longtemps l'heure d'arrivée de Laranui. Le rôle du bateau, c'est d'approvisionner les îles et puis en tout quoi, un peu de ciment, un peu de tout, du sucre, du riz, tout ce qui est aliment. Hein. Et puis on a débarqué du gasoil, de l'essence, pour l'hélicoptère et tout, donc tout quoi. C'est le lien, c'est le cordon ombilical entre le Tahiti et les Marquises. Hein. Donc, on peut dire que Laranui, c'est la 7e île des Marquises. Voilà. À bord d'une baleinière, solide embarcation en bois, nous nous éloignons des flancs du navire.
Pour approcher les baleinières chargées à bloc le plus près possible du village, les marins tentent de remonter la rivière. Mais la manœuvre est délicate, la profondeur de la passe variant en fonction de la marée. Après quelques hésitations, nous remontons la rivière entourée d'une épaisse végétation tropicale. Malheureusement, quelques centaines de mètres plus loin en amont, la rivière n'est plus assez profonde. Il faut donc faire demi-tour en direction du rivage. Tandis que les marins déchargent aussitôt et avec énergie les bonbonnes de gaz que les habitants viendront récupérer à l'aide de véhicules tout-terrain, certains passagers nous révèlent les raisons de leur présence à bord. Je viens voir mes clients, je vends des chewing-gums, du chocolat et tous les 3 mois je fais la tournée Marquise. Pendant 2 semaines je suis la Ranouille et je fais toutes les vallées, je vais voir tous mes clients. À Tapivaï, tu as beaucoup de clients? Ici j'ai 3 clients. Rien, sinon les récits d'Herman Melville lui-même, ne vient rappeler le séjour à Tapivaï de l'auteur de Moby Dick. Profitant d'un arrêt du baleinier Acushmet, à bord duquel il était matelot, il s'enfuit et vécut 3 semaines avec les Taipis, pourtant réputés cannibales. Les habitants de Tapivaï sont aujourd'hui pacifiques. Ils se contentent de cultiver le copra ou la vanille, ou bien alors, comme Edmond, s'adonnent à la sculpture. J'ai commencé très jeune à faire du copra. À force de porter des sacs lourds, du poids, à 36 ans, j'ai senti que mon colonne vertébrale est abîmée. Alors là, comme j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 6 gosses à nourrir, donc il faut que je trouve quelque chose pour les nourrir. Alors j'ai décidé de me lancer dans la sculpture. Et voilà. Comment tu as appris? J'ai été voir un très bon sculpteur. Il m'a jamais dit ce jour-là, tiens, tu fais comme ça. Non, ne fais pas comme ça, tu fais comme ça. Non. Tu regardes et tu fais. J'ai fait. J'ai commencé comme ça. En général, tu sculptes quel type de bois? Le miro et le bois de tau. Les 2 bois essentiels pour la sculpture marquisienne. Comme tous les artistes marquisiens, Edmond est très attaché au symbole du tiki. C'est un regard éveillé, avec ses beaux yeux, avec son nez, la bouche, ses mains jointes là, avec les jambes là. Ici. Il faut qu'il y ait toujours un tiki. Si on veut garder la coutume, le vrai sens artisanal marquisien, toujours le tiki. Tandis que l'Aranui poursuit son voyage marquisien, quelques centaines de kilomètres plus au sud, le catamaran Orava file à la surface des eaux bleues de l'atoll de Rangiroa. 80 km de long, 30 de large, Rangiroa est le plus vaste des 78 atolls composant l'archipel des Tuamotu.
Rangiroa, bon, c'est un atoll qui est immense et quand on traverse le lagon, on part d'un endroit, on ne voit même pas l'autre bout de l'atoll et on a vraiment l'impression d'être en plein milieu de l'océan. À l'origine, Rangiroa était une île volcanique imposante. Mais le volcan une fois éteint, l'île s'est enfoncée progressivement, tandis que dans le même temps se formait une barrière corallienne. L'île totalement engloutie, il ne subsiste plus alors que l'anneau corallien appelé atoll. Certains de ces atolls sont complètement fermés. D'autres, comme Rangiroa, sont reliés à la haute mer par des passes ou oa en polynésien. La passe de Tiputa, l'une des 3 dont dispose Rangiroa, possède une faune marine particulièrement riche et donc propice à l'exploration sous-marine. L'atoll de Rangiroa va se comporter comme un vivier naturel qui va créer de la matière nutritive et ça, au rythme des courants dans la passe, ça va aller se déverser en océan. Donc on va avoir toute la chaîne alimentaire qui va se mettre en place au niveau des passes et qui va permettre à une grande diversité de poissons de pouvoir cohabiter et de pouvoir se nourrir donc de ce potentiel nutritif au sein des passes. On va retrouver l'ensemble des espèces animales de Polynésie, tant au niveau des petits poissons tropicaux, les raies avec éventuellement les requins, parce qu'ils ont le potentiel nutritif constant pour pouvoir vivre ici en harmonie avec le milieu. Tiputa offre l'image d'un village paisible. Pourtant, il est en train de vivre un profond bouleversement. La culture du copra ou la pêche sont progressivement abandonnées au profit de l'industrie perlière et du tourisme. À propos de cet affrontement entre tradition et progrès, Antoinette a une opinion bien arrêtée. On vit le produit de la mer. On a pris la tortue, mais c'est défendu. C'est dommage, c'est la viande n'est pas beaucoup. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup. C'est ce qu'il raconte. La vie ici est difficile? Pour moi, ce n'est pas difficile. Ceux qui disent que c'est difficile sont des fainéants. Quand tu travailles, tu peux vivre ici. Tu n'as pas besoin de dépenser l'argent pour acheter la viande. Il y a la viande dans la mer, le poisson. Il suffit d'aller chercher. Nos parents pêchaient, les mamans faisaient des nattes, tressaient des nattes avec les cordes d'une arbre, des cordes. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. On préfère acheter, tout fait. C'est plus vite. Mais on oublie nos traditions. Vous trouvez ça dommage? Oui. Si on continue comme ça, eh bien, on oublie tout à fait nos racines. Au petit jour, profitant du vent, Bernard, notre skipper, et Maïné, sa coéquipière, mettent le cap au sud. On va à Mutuai, cap 176. On y sera à peu près dans 1h30. Une heure, on a 15 000 à faire. Je pense que ça va.
Les eaux de l'atoll sont poissonneuses. Aussi, pendant toute la traversée, une ligne va filer à l'arrière du voilier. Simple question d'assurer le déjeuner en ramenant quelques carangues que Mainé se fera un plaisir de préparer. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Bernard? Je regarde s'il y a quelques patates, parce qu'il y a 3 patates sur le parcours. Qu'est-ce qu'on appelle les patates d'abord? Les patates, ce sont des morceaux de taureau, donc, qui sont à fleur d'eau. On voit une tache, surtout quand le soleil est comme ça. Je suis obligé de surveiller pour ne pas passer dessus, quoi. À l'approche du motu Ai Ai, motu signifiant île en polynésien, nous affalons la voile. Même en zodiaque, l'approche du rivage de ce motu, également connu sous le nom d'île au récif, est délicate. Le récif corallien affleure la surface de l'eau. Il faut donc descendre pour franchir l'obstacle qui nous sépare du motu. Encore désert il y a quelques jours, le motu est visiblement devenu la cible de promoteurs immobiliers. Plus sérieusement, quelques membres d'une même famille se sont réunis sous l'autorité du patriarche, à qui appartient sans doute le motu, afin de construire une pension de famille. Cette forme simple d'hôtellerie est très répandue dans toute la Polynésie. Les pensions de famille sont construites selon des techniques traditionnelles et le plus souvent avec des matériaux empruntés à la nature. Troncs d'arbres pour la structure et feuilles de pandanus tressées pour recouvrir le toit. Le choix du motu Ai Ai pour implanter la future pension Martine n'est pas tout à fait innocent. À l'autre extrémité de la bande corallienne large d'environ 300 mètres, face à l'océan, se trouve en effet l'un des sites les plus étonnants de l'atoll de Rangiroa. Cette curiosité de la nature que les géologues appellent Feo est constituée d'anciens récifs coralliens que l'activité terrestre a soulevés et auxquels elle a donné cette allure de champignons déchiquetés. Mettant à profit cette promenade près des récifs, les passagers du Orava puisent dans les richesses de l'océan Pacifique les aliments de leur prochain dîner. Ah, j'en ai loupé 2. Eria, le patriarche, regrette l'époque où la récolte du copra rythmait la vie du motu. Les temps ont changé. Il n'y a plus les goélettes qui allaient comme autrefois de motu en motu pour ramasser le copra. Les gens quittent les motus. Ils restent au village et ne viennent plus travailler le copra. Toutes les îles, toutes ces terres ont été abandonnées. Autrefois, il y avait du monde. Chacun avait son bout de terrain. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne.
Tout a changé. Quand les touristes viennent, ils disent que c'est beau. Et ils se demandent pourquoi nous avons tout abandonné. Et c'est vrai, pourquoi tout quitter pour aller en ville? Ayant quitté Nuku'iva, l'Aranui arrive en vue des côtes de Fatu'iva, la plus méridionale des îles Marquises. Le bateau étant l'unique façon d'atteindre cette île, on ressent une curiosité accrue de la part des voyageurs. Pour les marins de l'Aranui, le travail demeure le même. Il y a ceux qui trient les marchandises dans les cales du navire et ceux qui, dans des conditions parfois extrêmes, sont chargés de les débarquer à terre. Cet exercice réclame naturellement une grande force physique, mais il exige surtout d'avoir l'esprit de corps et une solidarité quasi clanique envers les autres marins. Il y a longtemps que tu travailles sur l'Aranui? 10 ans. 10 ans? Avant, j'ai fait le Copra. Hey, c'est mieux ici. Pourquoi? Parce que... Parce qu'il y a plein de copains. Et tu vas faire ça longtemps? Jusqu'à la mort. Ah, c'est tout un mélange là, sur le bateau. Il y a des Australes, il y a des Marquises, il y a des Tahitiens, il y a des Pomotou aussi. C'est toutes les races. Sympa, cool, ambiance et tout ce que tu veux. Ça, c'est la vie marin, ça. Tu vois? Le village d'Omoa occupe l'une des 2 seules vallées encore habitées de l'île. C'est le village des tapas, une technique millénaire de fabrication de tissus décoratifs qui, après avoir disparu de l'ensemble des autres îles polynésiennes, n'est plus désormais pratiquée que par les femmes d'Omoa. Comme tous les artisans de tapas, Juliana s'inspire de sujets puisés dans la mythologie marquisienne. À l'aide d'une mèche de cheveux fixée à un petit bâtonnet, elle reproduit les motifs et la géométrie des tatouages. On fait des tapas avec 3 sortes d'arbres, 3 sortes de corse. Le bagnon, le mayoré et le mûrier. Au commencement, tu coupes le pied, après tu enlèves la peau et tu enlèves l'écorce. Après tu tapes. Mais je ne sais pas pourquoi on ne fait pas dans les autres îles des Marquises. Peut-être c'est... On a laissé ça pour nous. C'est notre... C'est notre vie. L'Aranui approche le site grandiose d'Anavave. Le petit village de pêcheurs semble perdu au pied des vertigineuses parois volcaniques. Les baleinières de l'Aranui passent devant les gigantesques rochers aux formes phalliques qui marquent l'entrée de la baie.
Ce sont ces pitons de basalte qui lui valurent, dit-on, le surnom de baie des Verges, jusqu'à l'arrivée de prudes missionnaires qui en firent la baie des Vierges. Partis à pied d'Omoa, situé à une quinzaine de kilomètres, quelques passagers rejoignent la plage d'Anavave à l'instant du départ des dernières chaloupes. Récalcitrant, ce cheval marquisien ne veut pas monter à bord de la baleinière. Il nagera donc jusqu'à l'Aranui. Dans la chaude lumière du soleil couchant, nous quittons la baie des Vierges et Fatouiva. Fidèles à leur réputation, matelots et commandants, malgré une nouvelle journée de travail harassante, ouvrent le bal. Tard dans la nuit, tandis que le cargo file vers le nord en direction de l'île d'Ivaoa, guitare et ukulélé continuent de résonner dans les coursives et sur les ponts de l'Aranui. Quittant l'île au récif, le Orava met le cap en direction de l'est de l'atoll. C'est dans cette partie de Rangiroa que les eaux du lagon offrent leurs plus belles couleurs. Toute la palette des bleus et des verts s'entremêle jusqu'à l'horizon, en s'irisant au gré des rayons du soleil. Vas-y, avance, avance. 5 mètres. Arrête tout. Vas-y, lâche. Alors là, nous sommes au Sable Rose. Voilà, cette bande de sable, nous sommes de l'autre côté de l'atoll, donc à l'est, hein, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et cette bande de sable a des reflets roses la journée et le soir encore plus avec le coucher du soleil. Il y a un seul passage possible, donc faisable uniquement de jour, parce qu'il n'est pas balisé. Il faut faire très attention, quoi, vraiment. Dans ce décor, à faire pâlir d'envie les collectionneurs de cartes postales, un requin traverse parfois en solitaire.
Abandonnant quelques instants ses passagers, Maïné décide de se rendre dans le Motu où elle venait passer ses vacances lorsqu'elle était encore enfant. Son oncle, sa tante et leurs enfants vivent ici, loin de tout, isolés sur leur îlot. Papa, ate hapo ata orino. Aya, ato ku. Mai te. Nali mana apa yang ini tak ori hari. Apa ini plage. Avant, on habite l'autre côté, à Tepipi. On a fait le copra, et après de la cocoterie, et après pendant la cyclone, et tous les cocotiers sont tombés. Et après, on a fini de faire le copra. On est venu ici, ce côté, faire le coquillage. Qu'est-ce que vous préfériez, l'époque où vous cultiviez le copra ou maintenant? Non, non, le copra, c'est dur à faire. C'est mieux le coquillage pour nous. Quand on vend les colliers, après et le sac de coquillage, avec cet argent-là, on prend la nourriture pour nous. À propriété toujours? Oui, tout à propriété. On va acheter tout à propriété. L'essence, le pétrole, le maïs, tu vois, boîte de concert et tout. La viande, le poulet, tout. Non, et le poisson que vous prenez ici? Voilà, le poisson, on prend ici. La cocotteraie ne sert plus à la culture du copra. Elle n'est plus qu'une simple forêt ombragée où il fait bon se promener. Tu as du plaisir à revenir ici? Beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça fait revivre les années que j'ai passées ici. Et tu préfères la vie de cette époque-là ou la vie que tu mènes maintenant sur le bateau? Tous les deux. L'époque d'avant et l'époque de maintenant. La beauté du paysage, les souvenirs nostalgiques de Maïné, tout comme le récit attendrissant de sa tante, ne doivent pas faire oublier que la vie sur le Motu est souvent difficile. Le matin, on se réveille, on prépare le petit déjeuner. Après, vers les 6h30 par là, le papa il va au travail et moi je fais mon travail à la maison. Quand il revient, il va baigner à la mer, baigner à l'eau. Après, on se met à table. Tout le monde à table, comme c'est propre. Hein? On a été baigné tout le monde. Après, on mange. Et le soir, on rentre dans la maison qui est dans la mer. Maison pilotis. Comme on ne peut pas dormir ici parce qu'il y a plein de nonos. Non, c'est quoi les nonos? C'est une bête... c'est comme les moustiques. Mais ce n'est pas les moustiques, c'est les nonos. C'est méchant? Ah oui, plus méchant que les moustiques. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça qu'on va là-bas dans la maison pilotis pour dormir. C'est comme ça notre vie ici, à l'Anguille. Merci. Tandis que le Orava remonte au vent en direction de Tiputa, point de départ de notre croisière dans l'atoll de Rangiroa, nous rejoignons une dernière fois l'Aranui à l'instant où se dessinent à l'horizon les côtes d'Ivaoa. Avant d'être un navire de croisière, l'Aranui est un cargo de ligne. Moins cher que l'avion, il a les faveurs des marquisiens qui, malgré l'inconfort du pont, l'empruntent pour se rendre d'une île à une autre ou pour aller à Papeete. C'est parti pour... On est vendu tapas, des colliers, tout ce qui est artisanat. Ouais. Je préfère prendre le bateau à Ranui. C'est sûr, tu es bien protégé, tu es bien nourri. Un peu plus confortable tout en restant spartiate, l'organisation des dortoirs de la classe C ressemble un peu à celui des couchettes de train.
Pourtant, le succès de la Ranui est tel que même dans cette catégorie, il faut réserver très longtemps à l'avance pour avoir une chance d'embarquer. La Ranui vient de se mettre à quai dans le port d'Atuona. Les marquises doivent beaucoup à Gauguin. Sans lui, combien de gens connaîtraient ces îles du bout du monde? Mais combien d'entre eux savent que c'est dans la petite ville d'Atuona qu'il résida durant son séjour marquisien? À l'exception de cette épicerie, il ne reste que peu de bâtiments de l'époque Gauguin. Le seul véritable lieu de pèlerinage, c'est le petit cimetière marin du Calvaire. Proche de la tombe de Jacques Brel, qui finit lui aussi sa vie aux Marquises, Gauguin repose face à la mer. C'est dans la baie d'Atuona qu'il arrive en 1901 à bord de la Croix du Sud. Dès son arrivée, Gauguin se fait construire un atelier qu'il baptise de façon provocatrice « Maison du Jouir ». Bien que la bâtisse que l'on découvre aujourd'hui ne soit qu'une réplique, son fronton s'orne comme celui de la résidence originale de la célèbre devise « Soyez amoureuses et vous serez heureuses ». Gauguin n'est resté que 3 années à Ivaoa, de 1901 à 1903, mais il a laissé une empreinte si forte qu'un siècle après sa mort, des touristes viennent du monde entier pour honorer son souvenir. De même, la ville d'Atuona, qui ne possède malheureusement aucune œuvre originale, a fait venir de France des copistes. Ils reproduisent la totalité des œuvres de la période polynésienne de l'artiste pour un futur centre culturel consacré à Gauguin. Mais Gauguin, c'est un être exceptionnel. Nous l'aimons parce qu'il est un petit peu excentrique et qu'il a fait ça à sa façon. Et moi, j'aimerais bien peindre à ma façon, mais je suis sûr et certain que personne ne prendrait en considération mes toiles. Et c'est ça qui me chiffonne, parce que moi aussi, j'aimerais faire comme lui. Loin de cette admiration teintée de jalousie, la passion de Jo est plus discrète. Il fouille sans relâche les abords de la Maison du Jouir à la recherche d'objets ayant appartenu au célèbre peintre. C'était un peu le défenseur des marquisiens, Gauguin, contre l'abus justement de la mission catholique, donc des colons. Également l'abus des gendarmes qui s'amusaient même à lui mettre une contravention pour défaut d'éclairage alors qu'il n'y a même pas d'éclairage dans le village. Il se met à peindre très très vite puisqu'on peut dire qu'à peu près dans les 2 premiers mois, il a expédié une 20aine de toiles à Volard.
Dernière étape de notre périple marquisien, l'Aranui se dirige vers la côte nord d'Ivaoa jusqu'à Puamao. Ici, contrairement aux autres vallées des Marquises, la culture du copra occupe encore une place essentielle dans l'économie de la région. Mais pour combien de temps encore, les cales de l'Aranui se rempliront de sacs contenant la pulpe précieuse? À côté des immenses forêts de cocotiers, l'autre richesse de Puamao, c'est son site archéologique. Sur les vestiges d'un temple consacré à d'anciens rites funéraires s'élèvent des tikis géants, dont les plus grands atteignent 2,60 m. Contrairement à leurs cousins, les immenses moaïs de l'île de Pâques, qui ne veillent plus aujourd'hui que sur les souvenirs d'un monde englouti, les tikis de Puamao sont les gardiens de la culture des îles Marquises. Présents dans la sculpture et le tatouage, ils portent en eux, avec la danse et surtout une langue bien vivante, les germes du renouveau de l'identité marquisienne.